Bonjour à tous. Salut, salut. Allez, Donc c'est parti. aujourd'hui, ça arrive qu'une fois par an, c'est la journée mondiale du sommeil. Et vous savez que quand on a du mal à s'endormir, il y a un truc qui marche assez bien, c'est de lire. Mais faut lire quelque chose qui nous fait nous endormir. Par exemple, une chose dans une langue étrangère, quelque chose d'assez bien technique et compliqué, qui peut être écrit tout petit. Donc, en hommage à cette journée mondiale du sommeil, moi je vous propose aujourd'hui de lire un article de recherche scientifique qui est paru dans une revue internationale à comité de lecture. Et après, c'est pas n'importe quel article, vu qu'il va parler euh, de sujets qui nous sont chers, d'arbres dans les villes. Alors, Michael, on va est-ce pouvoir rentrer un que peu plus dans le détail et voir si on s'endort. Moi, j'y crois pas trop, personnellement. Je pense qu'on va réussir à rester en forme. Let's go. Donc effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est une publi, mais c'est aussi le lien entre la recherche et la vraie vie et les praticiens. Je pense que c'est ça. Je pense que là, si on a donc un petit peu de temps pour engager cette discussion, ce que je te propose, Thomas, c'est qu'on rentre dans cette publication, donc de quoi ça parle, qui est impliqué dans ce projet, et petit à petit qu'on aille de plus en plus vers les gens dont la responsabilité c'est de s'occuper des arbres et de voir comment, à partir de ce type d'expérience, de publication, mais parce que la publication c'est plutôt le livrable final, d'après ce que j'ai compris, et avant ça il y a quand même pas mal de boulot, donc ce que je trouverais intéressant là, c'est qu'on fasse le lien entre ce travail qui a duré des années, sauf faire de ma part, ouais. et la vie des gens en charge du patrimoine arboré de nos villes de France et d'ailleurs. Voilà, je pense que là, il y a un lien qui est super intéressant et de l'expérience qu'on est en train d'accumuler avec nos discussions, nos partenariats. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller plus dans ce détail. Très Let's bien, go. c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être sur le contexte et sur le titre? Souvent, les titres des papiers est assez... Je vais même partager mon écran Ah, c'est beau, c'est beau. avec le titre dessus. Donc c'est une publication qui a été rédigée dans le cadre du travail de thèse de Lola Canova, donc qui a soutenu sa thèse en fin d'année dernière et qui a mené cette thèse sous la direction de Nadège Martini et de Christian Hartmann au sein du laboratoire de l'Université de Bourgogne, laboratoire sur le climat. Euh, donc le titre de la publication, en effet, c'est souvent un titre un peu long et compliqué. Ici, donc, il s'agit euh, de venir caractériser le statut hydrique et le comportement de deux arbres qui sont communément plantés en Europe en utilisant des capteurs dendrométriques et en utilisant de l'imagerie satellite. Donc là, on vient faire la couture de deux mondes. C'est un peu comme parler de gastronomie et de course à pied. Ces deux mondes qui a priori n'ont rien à faire ensemble, mais qui ici forcément ont une complémentarité importante, intéressante à venir creuser. Donc c'est une publication qui est transdisciplinaire et qui a vu le jour et qui a pu se développer au sein d'un programme un peu plus large qui s'appelle Wakatali, dans lequel Urbasen s'est impliqué depuis 6 ans maintenant. Wakatali concerne l'étude de la végétalisation des aires urbaines, notamment avec l'apport de capteurs, de microcapteurs, qui ont une performance scientifique suffisante, mais un coût suffisamment peu élevé pour pouvoir être utilisé à assez grande échelle, donc avec moins de moyens. Attends, juste pour Wakat, être, vas-y. pour reformuler, être sûr de bien comprendre, ce que tu dis, c'est que ce programme de recherche, Wakatali, heu, ça vise à faire des capteurs moins coûteux pour pouvoir quoi? Pour pouvoir en faire des plus d'outils? Passer de la C'est on ça. est déjà un pied dans entre la recherche et la vie Ouais, normale?
tout à ou fait. OK. De base, l'équipement scientifique qui permet la mesure, c'est un équipement qui est souvent très coûteux, très précieux, quasi unique. Et donc, c'est vraiment coûteux de mener une campagne de mesure avec ce type d'équipement parce que voilà, il faut des moyens très très importants. Là, l'idée, c'est de dire qu'on est un peu moins exigeant sur la qualité du capteur, mais en connaissant quand même très très bien, c'est ça qui est le plus important, les Mmh. limites d'utilisation de ce capteur. Donc, il va être moins précis, mais on sait de combien il est précis. Et par contre, pour un budget équivalent, on pourra en mettre beaucoup plus. Beaucoup, c'est 10 fois, 50 fois plus. Donc, ça fait beaucoup plus de points de mesure ou des séries d'acquisitions qui peuvent être plus longues. Et ça donne un autre, une autre profondeur à la donnée. Donc, au lieu d'avoir en un point une donnée très 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 précise, on peut avoir en 10 points, 20 points, une donnée un peu moins précise, mais qui néanmoins permet de comprendre des phénomènes et de caractériser des choses du coup avec un budget qui reste cohérent. Bon alors c'est super intéressant, mais c'est un poil abstrait pour, mon cerveau de trop pratique. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Est-ce que, de quoi, donc là, en l'occurrence, il y a des capteurs, il y a des images satellites. Tu disais que c'est 2 mondes qui se parlent, enfin, qui ont rien à voir avec l'un avec l'autre. Pourtant, à la fin, au milieu, il y a l'arbre. Heu, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que ces 2 mondes, qui ont rien à voir l'un avec l'autre? Dans le Pourquoi? monde de dans le monde du capteur, donc on est plutôt alors on peut partir du laboratoire, de la salle blanche de fabrication du capteur. Ensuite, ce capteur va être déployé sur le terrain, donc il y a toute une expertise vraiment importante sur la bonne manière d'équiper un arbre avec un capteur ou de déployer un capteur sur le terrain. Ensuite, on a de l'acquisition de données et on se retrouve avec des séries temporelles de données issues de ces capteurs. De l'autre côté, l'imagerie satellite, c'est assez différent. Donc, on est plutôt derrière un gros PC avec une bonne carte graphique. On télécharge des fichiers qui sont issus du coup de la circulation des satellites autour de la planète. Et on vient appliquer des algorithmes sur ces canevas de pixels que sont les images aériennes qui prennent des pixels dans le visible, le rouge, vert, bleu classiquement, et des pixels aussi dans l'invisible, donc dans l'infrarouge, proche infrarouge, infrarouge, infrarouge lointain, qui apportent tous une information sur chacun des pixels, mais qui, voilà, qui rentrent chacun dans des calculs d'indices avancés sur la qualification de qu'est-ce qu'il peut y avoir sous ce pixel. Donc ça peut servir déjà à identifier un bâtiment versus un arbre, ou un grand arbre versus un petit arbre, ou un arbre en bonne santé versus un arbre en moins bonne santé. Et c'est là-dessus qu'on va venir porter notre attention aujourd'hui. Donc dans le mode d'acquisition de la donnée et de traitement de la donnée, c'est deux choses qui sont très différentes. Donc autant que la gastronomie et la course à pied. Après, on pourra trouver d'autres exemples plus pertinents. Et alors du coup, si on zoome encore un petit peu sur nos histoires d'arbres, donc je crois comprendre que, l'enjeu, ça a été de comparer ou en tout cas d'utiliser à la fois ces données, donc à des pixels téléchargés sur un PC et des capteurs. Hem, C'était quoi la question à laquelle on essayait de répondre? Et là, notre objectif là pour la séance, c'est d'essayer de voir le lien recherche, application sur le terrain. Hem, Quels étaient un peu, ouais, c'est ça, quel était le cadre de travail, heu, pour Lola? Voilà, c'était quoi le sujet? La question, c'était de savoir si on arrivait à caractériser par le capteur et par l'imagerie aérienne quel est l'état hydrique de l'arbre. Donc, est-ce que l'arbre a suffisamment d'eau ou est-ce qu'il manque d'eau? Donc, OK. une forme de stress vis-à-vis du manque d'eau. Et donc, en utilisant ces deux technologies, l'idée, c'est de vérifier déjà si on a des résultats cohérents et de vérifier si on peut utiliser l'une des technologies pour prédire l'autre. Notamment, si on peut, via l'imagerie aérienne, arriver à savoir ce qu'aurait dit un capteur placé sur site, ça permet tout de suite de traiter des surfaces qui sont très très importantes. Le stress hydrique, il est annoncé, enfin, tu vois, on en entend parler un peu, en milieu forestier. On sait qu'il y a des espèces qui sont en train de régresser de façon super rapide. On
parle souvent comme ça avec des praticiens, des responsables de services ou des entreprises, des pépiniéristes, on sent qu'ils se trament quelque chose sur le comportement. Est-ce que toi, dans ta pratique, plutôt dans ta pratique professionnelle, là je fais un pas de côté, est-ce que tu vois des effets concrets du lien entre du patrimoine arboré qui commence à être ancien, tu vois, par 10, 20 ans, et des pointes de stress hydrique, ou est-ce que tu sens une répercussion directe? Parce que on a tous bien en tête que le dérèglement climatique va changer des choses en matière justement euh, d'à-coups, de stress, dont les stress hydriques. Mais est-ce que de ton point de vue, c'est des choses qui s'observent déjà, ou est-ce qu'on est en train de prendre un coup d'avance pour des choses qu'on observera bientôt? Je pense que évidemment ça s'observe déjà et la tendance à l'avenir, ça sera que ça s'observera peut-être plus massivement, mais les premiers cas de stress hydrique sont déjà là. On a, je pense même avant le début des effets, significatifs du changement climatique, on avait des arbres en stress hydrique en ville. Je j'ai l'image des arbres On plantés parle, on parle bien de dans les vieux bues arbres, hein. en béton. Ouais. On parle bien de vieux arbres là, quand tu dis OK, ça. bah, d'arbres matures en tout cas. Ouais. Ouais. Hem D'arbres matures, ouais. Donc ce qu'on risque d'observer avec l'intensification des changements climatiques, c'est de plus en plus d'arbres soumis à des stress hydriques qui étaient inhabituels jusque-là. Voilà. Mais il y a toujours du stress hydrique, même s'il était plus réduit dans les années passées et qu'il ira en augmentant en termes de surface, de nombre d'arbres touchés, il ira en augmentant à l'avenir. Ok. Ok. Donc c'est déjà quelque chose qu'on constate. Et là, l'idée, c'est de donner un coup d'avance sur de la détection, sur des signaux faibles, sur, tu vois, ça va être quoi l'avantage d'utiliser de l'image satellite par rapport à, je sais pas moi, quelqu'un qui se promène dans une rue et qui pourrait chercher des feuilles en train de moins verdir ou en train de, tu vois, quel est, quel est le gain d'utiliser de la tech par rapport à quelqu'un du métier, quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut en attendre? On a en une photo ou en quelques clichés l'image sur toute une ville, sur tout le patrimoine arboré d'une ville. Donc celui qui va se balader dans la rue va voir sa rue. S'il doit faire toutes les rues de la ville, ça va être un peu plus long. On va avoir sur une image satellite à la fois ce qui se passe dans l'espace public et dans l'espace privé. Donc il n'y a pas de contrainte d'accès quand on fait ça. Et on va avoir une cadence et une constance de la prise d'information qui est importante parce que on peut avoir des clichés plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois pour la même ville. Donc on est en capacité de venir comparer ce qui se passe d'un mois sur l'autre, par exemple, et d'une année sur l'autre. On peut aussi, grâce à l'image satellite, remonter dans le passé. Là, ça a été, alors c'est pas dans cette publi, mais c'était des travaux qui ont été abordés aussi, de venir faire la chronique de ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, euh, pour observer si on voyait une évolution significative de l'état physiologique de l'arbre calculé au travers d'un indice, un indice optique quelque part, donc pris sur ces images aériennes, pour voir si on a des arbres qui apparaissaient en stress chronique ou qui apparaissaient avec un état qui se dégrade d'année en année. Donc ça reste des travaux à mener. Je pense qu'il y a encore une profondeur dans le champ de la recherche de ce côté-là qui est importante, une profondeur importante, parce que en plus, on va se rapprocher très rapidement de l'opérationnel et du métier, puisque le praticien, le responsable du patrimoine arboré, celui qui en assure la gestion, pourrait tirer des informations vraiment intéressantes de cette analyse-là, notamment une liste des arbres les plus critiques, ceux qui sont potentiellement, probablement, les plus soumis au stress, qui pourrait être sa liste rouge, sa liste des arbres à venir surveiller en priorité. Et c'est souvent ça l'action, enfin le, le point de douleur dans la manière d'agir pour un gestionnaire, c'est d'arriver à prioriser son action, de ne pas suragir et de ne pas sous-agir, de proportionner le niveau de surveillance, donc à quelle fréquence est-ce qu'on fait passer un arboriste pour surveiller l'arbre, mais de ne pas le faire passer pour rien non plus, pour ne pas dépenser des moyens inutiles. Donc là, l'imagerie satellite pourrait venir concentrer, faire le focus, hiérarchiser les priorités. Tu disais là, l'enjeu, c'était de détecter le stress hydrique spécifiquement. Souvent, ce qu'on me dit, c'est
c'est multifactoriel. C'est-à-dire que tu peux avoir du stress, biotique ou abiotique, ça peut être des agresseurs, ça peut être et parfois, et je me demande même s'il n'y a pas juste de le fait de pas savoir fait qu'on ouvre le champ des possibles de façon, tu vois, ça peut venir du sol, des selles de déneigement, enfin ça part un peu dans les discussions, ça part un peu dans tous les sens parfois. Euh, Là, de ce que tu en as perçu, le fait de travailler sur des images satellites, est-ce que ça permet d'embrasser toutes les sources de stress et ou, un peu la question inverse, est-ce que ça va me permettre, donc là tu disais ça me permet de cibler les interventions d'experts, c'est ça que je comprends, c'est qu'en fait on va envoyer un arboriste parce qu'on sait que cet arbre-là ou cette série d'arbres-là a un problème. Jusqu'où on peut pousser les feux en matière de diagnostic, tu vois? Est-ce que c'est un outil juste ça va te dire j'ai problème, j'ai pas problème, ou est-ce que on commence à voir arriver de l'aide au diagnostic ou quelque chose d'un peu plus avancé là-dessus? C'est vraiment timoré sur la partie opérationnelle de l'usage de ces technologies. Euh, je, je dirais que on peut calculer différents indices, comme je l'expliquais tout à l'heure avec les bandes rouge, vert, bleu et tout ce qui est dans l'invisible. Certains de ces indices vont être très corrélés à la présence de l'eau, parce que l'eau a une signature pour un satellite qui est très particulière. Donc on peut par exemple utiliser les satellites pour euh, mesurer, estimer la teneur en eau dans un sol. Donc il ne faut pas que le sol soit recouvert par une canopée, mais si le sol est nu, donc dans des sols agricoles par exemple, on peut arriver à estimer la teneur en eau dans le sol juste par la couleur, entre guillemets, ou la couleur étendue qui est perçue par le satellite. Donc il y a des indices qui sont très très proches de la quantité d'eau. C'est pour ça qu'on peut en avoir certains qui viennent estimer le stress hydrique. Et on a d'autres indices plus généralistes. Je pense à un qui s'appelle le CIPI notamment, qui vient regarder le ratio de pigmentation des feuilles, notamment le ratio entre chlorophylle et carotène. Donc la chlorophylle qui a une coloration verte, le carotène qui a une coloration plus jaune-orangé. Et en fait, lorsque la feuille jaunit, lorsque l'arbre est en stress, ce ratio évolue et tend plus vers le jaune. Donc on est capable de mesurer la tendance à jaunir, la tendance de jaunissement des feuilles, qui elle peut être liée à un manque d'eau, mais peut être aussi liée à autre chose. Et là, il y a vraiment encore un champ profond de la recherche à venir explorer pour savoir quelles sont les causes de stress qui peuvent être détectées comme ça. Mais par contre, le fait de pouvoir dire il y a stress, ça, est-ce que tu dirais que c'est disponible aujourd'hui? C'est des technos qui sont déployables ou est-ce que là aussi, il faut imaginer que ça soit des outils opérationnels dans 5-10 ans? Tu vois, parce que par exemple, dans les trucs que tu disais, il y a donc on voit des couleurs, on voit des pixels, mais faire le lien entre le pixel et le pied de l'arbre qui est concerné, c'est peut-être un peu plus sophistiqué. Enfin, intuitivement, on se dit que ça a l'air compliqué, mais maintenant la techno avance à une telle vitesse que ça peut peut-être aller vite. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? On n'y est pas encore. Ce sont les prochains travaux à mener à la suite de ce qu'a pu faire Lola. En tout cas, les travaux de sa thèse ont pu ouvrir ce champ-là. Je pense que c'est tout proche de pouvoir arriver. Alors voilà, c'est dur de se prononcer, mais dans les prochaines années, dans les toutes prochaines années, Ok. j'aimerais bien qu'on soit en capacité de proposer ce type de service, nous, avec d'autres partenaires, pour servir les collectivités, en effet. Revenons-en à nos moutons. Donc, on était sur une recherche. La recherche pour lier deux mondes, la gastronomie, la course à pied, les satellites et les capteurs. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a pu s'apercevoir qu'en fait, les deux disaient pas du tout le même truc? Ou est-ce qu'à l'inverse, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de la synergie entre les deux technos? Quelles Alors sont les conclusions de ce on côté-là? peut parler un petit peu plus du capteur et des arbres qu'on est venu instrumenter. Donc quelques images issues de l'article ici. Donc c'est la gamme des arbres qui ont été équipés avec des capteurs microdendrométriques. Donc le capteur microdendrométrique ressemble à ceci. Donc c'est un capteur issu de l'industrie qui mesure la variation de diamètre d'une branche. Donc on a une aiguille qui est appliquée sur la branche sans rentrer à l'intérieur et qui est retenue par un ressort. Et cette position varie et est mesurée par le cylindre qui est placé ici juste au-dessus avec une précision importante de l'ordre du micron. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre, c'est comme un gros sac d'eau
un peu mou. La nuit, il reconstitue ses réserves en eau. C'est pas très gracieux pour l'arbre, c'est ça? Ça manque de poésie, c'est ça. Mais c'est pas grave. Manque de Allons-y, poésie. allons-y. On est là pour parler science aujourd'hui. On parlera poésie une prochaine fois. Donc, Yes. la nuit, l'arbre est en capacité de reconstituer les réserves en eau dans ses tissus. Et donc, la branche, ses rameaux, son tronc gonfle légèrement. Et le jour, il évapore davantage. Donc, il vient puiser dans ce stock d'eau. Et ses rameaux se contractent un petit peu. Donc, ça fait des oscillations entre le jour et la nuit qui forment des courbes comme celle-ci. Juste les personnes qui regarderont cette vidéo, pour être sûr, ça ne fait pas mal à l'arbre. Ça ne l'abîme pas. On est bien d'accord. Ça ne l'abîme pas du tout. Il ne le Ok. sent même pas. Un peu comme un tensiomètre. Voilà, ça m'abîme pas le bras. Là, c'est tout pareil. C'est ça, exactement. Ok. Ok. Donc, ça forme des courbes, comme on voit ici. Donc, c'est des courbes qui sont issues de l'article également. Alors, on observe là ces courbes à une échelle de temps longue. On part de l'été 2023 ici, on passe à l'hiver 2023-2024, le printemps. Donc là, on avait une forme assez constante, hein, pour la décrire très, très rapidement. Au printemps, on voit certaines de ces courbes qui ont tendance à descendre un petit peu. Donc là, c'est sur la période juste avant la sortie des feuilles, où certains arbres viennent puiser dans leurs réserves et donc maigrissent, entre guillemets, pour produire leurs feuilles. Puis les feuilles sont produites et on voit un saut important pendant la période de fin du printemps, début d'été. Donc c'est la période de croissance. L'arbre ne grandit pas de manière continue pendant toute l'année, hein. Il a bien une période dans laquelle il pousse, il prend en épaisseur. Euh, et euh, et on constate d'ailleurs que cette période de croissance n'a pas la même intensité pour les différents arbres qui ont été suivis ici. Alors attends. Si on... Un graphique, là, chaque couleur est un arbre différent. Oui, tout à fait. Et le graphique qu'on voit, c'est le diamètre de la branche. En tout cas, c'est la Exactement. réaction du microdendromètre. Et donc, ce que tu nous dis là, c'est que au début du graphique, juillet-août, bon, on voit que ça gigote un petit peu, mais ça, c'est à peu près plat tout ça. Et là, ce que tu nous expliques, c'est qu'au mois de mai, l'inflexion qu'on voit et ça monte en flèche là, ça, c'est du gain de diamètre à la branche. Exactement. Du gain de diamètre durable en plus. C'est pas juste un effet Ah oui, c'est pas de jour-nuit, dilatation c'est par l'eau. Ouais, voilà, exactement. C'est pas juste l'eau qui vient prendre un peu plus de place, c'est que vraiment le rameau prend en épaisseur. On construit du parenchyme, de la matière, du bois, quoi. On construit du ok. bois là. Et tout ça, ça démarre Et à peu près quasiment la même semaine, quoi. Ça, c'est ouf. ouais, Enfin, c'est la semaine. La sortie des feuilles doit se faire à peu près par ici. Et elles sont pleinement déployées fin avril, début mai, et c'est le moment où le végétal, il y a peut-être la floraison entre les deux là qui prend un peu de temps, et puis après, le végétal passe son énergie à produire de la biomasse. Si on revient sur l'été 2023 ici, on a quelque chose que je décrivais d'assez plat. En réalité, on voit qu'il y a des sortes de cycles où l'ensemble va diminuant, puis il y a une forme d'élévation, puis ça rediminue. Donc là, on ne voit pas très bien, il faudrait zoomer sur la courbe, mais à chaque fois, ce sont des cycles liés à la météo, où chaque élévation correspond à, la plupart du temps, un événement de pluie, où la réserve en eau des tissus se reconstitue d'un coup. Puis on a une session avec un peu plus de demande en évaporation, et donc on a cette réserve qui a tendance à diminuer dans les troncs. Donc ça fait une diminution générale. Donc ce qu'on vient observer, c'est lorsqu'il pleut, est-ce qu'on reconstitue bien les réserves en eau du végétal? Et lorsque ces réserves s'amenuisent, jusqu'à où elles s'amenuisent? Est-ce que ça va rapidement? Est-ce que c'est très intense, peu intense? Et c'est ça qui nous permet de venir discriminer le comportement des différents arbres. En dessous, pour s'aider dans l'interprétation de ces courbes, on en déduit des informations pour les simplifier. Donc là, sont présentés deux indicateurs. Le premier ici, qui s'appelle TWD pour Tree Water Deficit, qui est, si je vais aller zoomer sur un exemple, je crois. Attends. Ici, on vient zoomer sur quelques jours de ces données. Donc si on prend la courbe du haut ici, oups, pardon.
Si on prend la courbe du haut ici, on observe ces dilatations entre la nuit, le maximum à la fin de la nuit, et le jour, donc le minimum à la fin de l'après-midi. On parle toujours du diamètre des rameaux, et ces oscillations qui continuent entre le jour et la nuit. On peut simplement mesurer la différence entre le maximum et le minimum de la journée. Donc c'est le maximum dilatation shrinkage, maximum diameter shrinkage, MDS. Ok. Donc pour le dire en français, c'est l'amplitude journalière. Et le deuxième indicateur qu'on peut venir regarder, c'est le tree water deficit, donc déficit hydrique de l'arbre, qui est calculé en comparant la position, donc le diamètre du jour, avec le dernier maximum connu. Donc c'est le dernier moment où on a vu le diamètre le plus élevé, donc le moment où l'arbre était le plus gorgé d'eau. Donc il était très gorgé d'eau, mais il a consommé cette eau, il a reconstitué une partie de ses réserves, puis il a reconsommé cette eau, etc. Et on voit que on s'éloigne du dernier maximum connu au fur et à mesure de ces jours ici présentés sur cette séquence. Attends, Donc ça c'est une le, bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? Parce que ça veut dire le qu'il n'arrive pas à remonter au même niveau, c'est ça? exactement, il est en déficit hydrique. S'il avait toutes les ressources qu'il pouvait, le temps qu'il pouvait, il referait complètement sa réserve hydrique jusque-là, comme il le fait là à cet événement de pluie. Ah L'histogramme oui, ici ok. est marqué, c'est une pluie. Donc hop, et il atteint son dernier maximum connu et même il le dépasse, il a un nouveau maximum connu. Mais pendant toute cette période-là, il n'a pas eu le temps, la ressource pour reconstituer la réserve en eau dans dans la, dans sa matière, dans sa biomasse. Donc on mesure cette distance ici entre le maximum en fin de nuit et le dernier maximum connu, et ça nous renseigne du coup pour chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, sur une valeur du déficit hydrique de l'arbre. Et cet indicateur peut être représenté pour toute l'année. Donc là, on a l'indicateur moyen tout arbre confondu ici, et l'enveloppe gris clair, c'est les minimums maximum des autres arbres. Donc on voit que la tendance de tous les arbres suivis est un peu la même, avec bien sûr des variations dans l'intervalle gris qui est présenté ici. Donc là, on a un extrait pour l'été 2023 et ici un extrait pour l'été 2024. Là, en l'occurrence, les arbres, c'est la même espèce. Tu as parlé de deux espèces au tout début dans le cadre de la Tout à fait, pluie. On parle de. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les bien sûr. cobayes? On a ici, donc on revient sur les photos de ces arbres équipés, la série des Tilia, donc des tilleuls, qui Ok. sont les photos en haut, et des acères, des érables, qui sont les photos en bas. Et vous voyez aussi que chaque photo est entourée d'une couleur qui qualifie la qualité du pied d'arbre. Alors la qualité du point de vue de l'arbre. Si on commence par la moins bonne situation, ici en rouge, c'est des arbres qui sont plantés dans un trottoir avec un pied d'arbre très réduit, qui est de l'ordre qui fait moins d'1 mètre de côté. Dans la partie jaune ici, on est sur une bande plantée mais qui est quand même prise entre deux espaces fortement minéralisés. Et sur les photos bleues, on est en bordure d'un parc avec une bande végétalisée sous l'arbre qui est beaucoup plus large. Donc davantage de confort pour le développement de l'arbre. Donc retenons ces couleurs, rouge pour les espaces les plus contraints, jusqu'au bleu pour les espaces moins contraints. Et donc, alors, sur cette figure un peu de synthèse, on va venir regarder en priorité ici cette partie-là de la figure où on observe le tree water deficit moyen de plusieurs paquets d'arbres. En rouge, les arbres qui étaient dans les situations les plus contraintes, en jaune, une situation intermédiaire, et en bleu, les situations où l'arbre a le plus de place pour se développer. Donc on observe que la courbe rouge, donc la valeur du déficit hydrique de l'arbre, est plus importante pour les rouges que pour les bleus. Ce qu'on retrouve sur la visualisation ici en boîte à moustache, donc avec moyenne et médiane pour le groupe des rouges, le groupe des situations les plus contraintes, qui est nettement supérieur à celle du groupe des bleus. Donc on a observé ici que la nature du pied de l'arbre a un impact
se mesure très directement sur le niveau de stress hydrique, de déficit hydrique auquel l'arbre est confronté. Et ça, c'est toute espèce confondue, en tout cas pour les 2 espèces suivies confondues ici dans ce cas. Donc c'est pas dépendant de l'espèce, c'est dépendant de la situation dans laquelle l'arbre est planté. Ça peut. Alors, quand on regarde de l'extérieur, on pourrait trouver. Il y a toujours sur ce type de conclusion deux réactions possibles, quoi. Il y a quel est le poids de cette démonstration et est-ce que ça rejoignait des intuitions ou est-ce que au contraire ça vient les challenger. Et tu vois, si je regarde un peu ces 5-10 dernières années, sur le rôle, tu vois, de la couverture, de l'imperméabilisation des sols, il peut y avoir la croyance que quand ton arbre il est au milieu d'une pelouse, dès lors que la pelouse aspire une partie de l'eau, dès lors que l'évaporation peut se faire assez naturellement, il y a un certain nombre de gens qui pensent que on va aller très vite vers des situations très séchantes, même si le sol retient une partie de l'eau. Et puis, tu vois, j'ai pu entendre aussi des hypothèses à un moment euh, euh, qui étaient de l'ordre de, mais un sol imperméable, est-ce que c'est pas aussi un hyper effet comme un mulch avec une forme de rétention, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas s'évaporer parce que, par exemple, tu as de l'enrobé, tu as un parking autour et donc du coup, à un moment ou un autre, ça retient l'eau et ça l'empêche de s'évaporer. Et j'ai pu croiser ces deux croyances qui s'opposent complètement et où à un moment, tu vois, toutes les démarches de désimperméabilisation, alors on en parlait il y a encore 8-15 jours, mais à un moment se pose la question de est-ce qu'on est certain du bénéfice ultime pour les végétaux en termes, là, en l'occurrence ici, de stress hydrique. Et là, ce que ça démontre, c'est qu'il y a zéro débat, en fait. Il y a zéro débat. À chaque fois qu'on a posé nos capteurs sur un site qui a été désimperméabilisé ou qu'on est venu comme ici comparer des niveaux d'imperméabilisation de pieds d'arbre, ça a toujours été dans le même sens. C'est quand on désimperméabilise et que c'est correctement réalisé, bien sûr, on améliore toujours les conditions de vie de l'arbre. Ça, c'est plus d'approvisionnement en eau de manière globale par rapport à une situation dans laquelle c'est imperméabilisé. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut que la désimperméabilisation soit correctement réalisée. Ça veut dire On quoi a concrètement? Ouais. pu mesurer un cas dans lequel on a retiré une épaisseur d'enrobé, la grave qui était dessous, remis de la terre, mais cette terre a été fortement compactée. Donc ça a refait une croûte qui avait à peu près le même rôle, grosso modo, que l'enrobé précédent, voire qui était un peu pire. Et donc là, on a dégradé, en faisant tout ça, on a dégradé les conditions de vie de l'arbre. Ok. Capteur et mesure à l'appui, on a pu le démontrer. Donc là, la démonstration, c'est que le facteur déterminant euh, sur le fait que notre arbre va moins stresser, là en l'occurrence, c'est l'ouverture du pied d'arbre et le fait qu'il soit végétalisé. Est-ce que la végétalisation dans cette histoire-là joue un rôle ou est-ce que si on imaginait de la terre nue, ça pourrait avoir le même effet d'après toi? Euh, je dirais que à long terme, alors il faut peut-être séparer deux phases dans la vie de l'arbre. Euh, Lorsqu'on vient de planter l'arbre, qu'il est tout jeune, qu'il est en train de déployer son réseau racinaire, le fait d'avoir un environnement déjà végétalisé crée de la concurrence entre la progression de ses racines à lui et les racines des végétaux qui sont préexistants. Donc ça peut le ralentir dans sa colonisation du sol, voire l'empêcher d'accéder à de la ressource en eau. Donc dans les tout premiers mois, donc la première année, on va dire, après la plantation, c'est bien de diminuer la concurrence de l'arbre et lui laisser un espace dans lequel il y a pas d'autres végétaux. Néanmoins, après, si on regarde à un peu plus long terme, et c'est vraiment ça qu'il faut faire dès qu'on parle d'arbres, voir le temps long, d'avoir un sol végétalisé, c'est un sol dans lequel il y aura de la production de biomasse, que ce soit côté racinaire, côté aérien. Cette biomasse va retomber au sol, se dégrader, alimenter la chaîne trophique du sol, recréer des nutriments que les racines de l'arbre pourront ensuite capter, et donc ça participe à, à sa, à sa nutrition. Donc là, il y a une forme de coopération du système végétalisé dans son ensemble. Certains parlent de guildes de végétaux, d'ailleurs, qui fonctionnent ensemble et qui ont coévolué, qui sont faits pour fonctionner ensemble. Donc majoritairement, je dirais, il vaut mieux des sols végétalisés
Et temporairement, juste au moment de la plantation, il faut préserver un peu de zone sans concurrence pour notre jeune arbre. Bon, bah, ça, c'est super clair. Donc, donc là, on arrive à un moment de conclusion sur la microdendrométrie, tu disais. Euh, Il y a un moment où on reboucle avec les images satellites. Qui est... L'idée, c'est toujours de ne pas s'endormir, rester encore un tout petit peu vigilant une petite minute. On est en train d'observer ici la comparaison de deux indices. On va regarder uniquement la figure de gauche ici, où on compare la valeur ici du tree water deficit, donc de notre indicateur, celui qu'on vient de voir avec les capteurs qui a été mesuré là, pour deux séries de données, donc les rouges et les jaunes qui sont représentés ici, donc les situations qui sont les plus contraignantes pour l'arbre. Et en abscisse, on a la valeur de l'indice NDVI, donc c'est l'un des indices qui a été calculé sur la base des images aériennes. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation négative entre les deux, c'est-à-dire que plus le déficit hydrique est important et plus la valeur du NDVI est faible. Donc c'est une première corrélation. C'est difficile de généraliser uniquement sur la base de cette série de données, mais cela tend à indiquer que grâce à la valeur de NDVI, si on mesure un NDVI au hasard, admettons à 0,65 ici, on pourrait en déduire que le tree water deficit, enfin le log du tree water deficit se situe à 5. Et donc on pourrait en déduire un certain niveau de déficit hydrique de l'arbre. Donc il y a plusieurs champs à explorer encore pour être bien certain de cette affirmation. Donc répéter ça sur d'autres étés, avec d'autres espèces, sur des fenêtres temporelles qui peuvent être aussi assez courtes, puisque le tree water deficit varie quand même assez rapidement entre deux pluies. Donc il ne faut pas mesurer n'importe quoi. Mais si ça s'avère avéré, enfin si ça s'avère juste, on pourrait, avec quelques images satellites, pour tout le patrimoine arboré d'une ville, arriver à dire, en cet instant, le déficit hydrique du patrimoine arboré est faible, moyen, élevé, et d'arriver à classifier comme ça les populations d'arbres sur la base de cette prise d'image aérienne. Mais ça veut dire qu'il te faut la photo le jour du déficit hydrique. C'est ça? C'est Ça, ça. c'est une contrainte quand même C'est une contrainte assez qui est forte. forte et donc il faut pouvoir s'appuyer sur une série de photos qui vont être prises plutôt en été. Et donc là, il faudra savoir sélectionner la bonne photo pour qu'elle porte le maximum d'informations. Ok. Ok, ok. Bon, bah là, c'est super clair. Et donc, parce que ça veut dire que, allez, on va un petit peu plus loin. Donc, tu disais, il y a quelques réserves encore à avoir. Peut-être que toutes les espèces se comportent pas de la même manière. Il y a peut-être quelques exceptions. Mais il y a un jour, il y a un monde dans lequel, en cliquant sur un bouton et en téléchargeant une série de photos, je vais réussir à cibler mes arbres les plus stressés. C'est ça. Ça pourrait être quelque chose qui est fait, qui est pas fait, qui n'est pas fait de manière hebdomadaire, hein, mais qui pourrait être fait régulièrement. Peut-être chaque année, à la fin de chaque été, on pourrait faire le bilan de l'été et observer la liste des arbres qui ont été le plus soumis à des stress, à des déficits hydriques pendant l'été, et en faire la liste des arbres prioritaires à surveiller pendant l'année qui vient. Ok. Donc c'est Donc, l'hypothèse que l'on formule, en tout cas, est celle qu'on va essayer de démontrer, de mettre en œuvre pour mieux servir les gestionnaires de patrimoine arboré. et donc, si là, comme on se parle, quelqu'un qui est en charge de patrimoine arboré nous écoute et se dit, mais c'est génial leur truc, je veux essayer, il n'y a plus qu'à. C'est ça? Ou c'est plus Il compliqué y que a plus ça? qu'à Il n'y a plus qu'à? il y a plus qu'à poursuivre le travail de Il y a plus... recherche Ouais, c'est ça. Ouais. et faire les premiers sites expérimentaux. Mais en Ouais. effet, on est tout à fait motivé pour accompagner à la fois les équipes de recherche et les gestionnaires de patrimoine pour creuser davantage cette question. Génial. Merci, monsieur, pour cette clarification. Merci Mickaël. Et puis, c'était l'occasion de faire le lien entre la recherche et ce qu'on appelle la vraie vie, même si pour les chercheurs, c'est ça la vraie vie. Donc, c'est toujours assez marrant je trouve, Bien sûr, de connecter les points. C'était top. Et ben, voilà pour aujourd'hui. C'est OK pour toi, Thomas? On a tout vu? c'est parfait. Allez, top. Alors, à la prochaine.
Salut, salut. Salut, salut.